Tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, lendemain de Ligue des Champions oblige, on va parler du FC Barcelone en Ligue des Champions. Le match, victoire face au Shakhtar Donetsk 2-1. On aura aussi un mot pour le Paris Saint-Germain, Milan AC. On en parlera aussi, on va essayer de compiler ça dans une seule vidéo. Mais place au Barça, ce qui nous intéresse en premier. Match 18h45, horaire un petit peu tôt. On a vu un Barça qui devait affronter Shakhtar Donetsk. Double confrontation là qui est très importante parce que là, t'affrontes peut-être pas le cadre du groupe, même si on a un groupe qui est abordable cette année comparé aux deux saisons précédentes. Victoire impérative parce qu'il faut que tu passes en huitième de finale. Ils l'ont fait. Donc en fait, tu abordes le match avec l'envie de gagner, mais en fait, on va s'intéresser un peu plus dans le match parce que tu as beaucoup de blessures. Déjà, la Classico qui arrive, là, on fera une vidéo débrief, mais une vidéo preview, pardon, mais une vidéo débrief aussi. Mais tu vas affronter un Real Madrid, tu as déjà pas mal de blessures. Tu as affronté un Bilbao, tu avais beaucoup de blessures. Il fallait absolument capitaliser sur ce match-là avec le Shakhtar parce que même si c'est peut-être pas une équipe aussi forte qu'un Bilbao, aussi forte qu'un Real Madrid, là tu dois passer parce qu'il en va de la crédibilité de ton club et de la santé financière de ton club. Il faut passer en Ligue des Champions. Chose faite, 9 points, ils sont quasiment qualifiés. On attendra le match retour. Normalement, le match retour, il devrait avoir le retour de certains cadres de l'équipe. Il y a quand même pas mal de blessés. Tu as la blessure de Pedri, de Jong, de Lewandowski, de Jules Koundé. Comme dirait Mister V, ça fait beaucoup là, non? De Rafinha aussi. Bon, donc là on affronte cette équipe du Shakhtar qui, bon, on va pas parler un petit mot pour le Shakhtar, c'est une équipe volontaire, c'est une équipe qui a essayé de se battre avec ses armes, mais bon, elle est en pleine reconstruction, un nouveau coach, on sait ce qui s'est passé chez eux il y a presque maintenant 2 ans, donc c'est vrai que c'est pas évident. Ils sont venus, ils ont essayé, ils n'ont pas vraiment mis réellement en danger le Barça à part leur but, mais je pense qu'ils ont été hargneux, ils ont été volontaires, comme j'ai dit au début, et ça a offert une opposition correcte en tout cas pour l'FC Barcelone, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce que comme je t'ai dit, tu as pas mal de remplaçants. C'est pas vraiment des titulaires, tu vois, un mec comme Ferran Torres, c'est une sorte de... J'appelle ça un semi-titulaire, hein. C'est pas quelqu'un qui a vocation d'être titulaire tout le temps. Un Inigo Martinez, c'est clairement l'équipe B. Un Marcos Alonso, c'est clairement un remplaçant. Un Romeu qui est là, mais c'est de circonstances. Même un Gavi qui n'est pas censé réellement être titulaire dans cette équipe du FC Barcelone. Donc tu vas affronter avec une composition, donc Ter Stegen dans les buts, une défense Cancelo, Inigo Martinez, Araujo, Marcos Alonso, milieu de terrain, Romeu, Fermin Lopez, là on va en parler de celui-là, Gundogan, et une attaque, Lamine Yamal, Ferran Torres et João Félix. Donc bon, bien sûr, quand tu regardes, moi personnellement je ne m'attendais pas à grand chose parce que j'ai vu le match face à Bilbao. Déjà de base, le Barça c'est assez compliqué. Là, quand t'as pas justement les personnalités individuelles qui peuvent te faire les différences, c'est un peu plus compliqué. Je sais que le travail, on va dire, et d'animation de Xavi, c'est peut-être pas ce qu'on pourrait imaginer du grand Barça, etc. C'est un Barça un peu plus vertical qui se doit d'aller vers l'avant. Je trouve que c'est une équipe assez hybride où on dirait qu'ils ont le profil pour pouvoir jouer en profondeur et aller être une équipe de transition, mais ils ne l'acceptent pas totalement parce qu'ils ont aussi l'ADN et la formation pour jouer en tiki-taka. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On va dire que c'est une équipe un petit peu en bloc médian. Et là, c'était intéressant de voir ça. Franchement, bon, c'était un match un petit peu laborieux, hein. C'était un match laborieux où il y avait beaucoup de duels. Le Barça, c'était un peu compliqué au début, même dans les relances, c'était pas évident. On n'a pas vu une équipe particulièrement transcendante, mais qui devait faire le taf, un peu comme face à Bilbao où tu souffres et tu t'en sors sur l'entrée du jeune Marc Gouy. Donc très belle découverte, hein, soit dit en passant. Mais aujourd'hui, c'est typiquement le genre de match où il faut les gagner. Voilà, il faut que le Barça apprenne à gagner, même si ce n'est pas avec la forme. Le but, c'est d'aller gagner ce match-là, et c'est ce qu'ils ont fait. Et je les ai trouvés peut-être un petit peu brouillons. Hein. Le seul joueur qui se détachait un petit peu, à part Fermin Lopez, qui est clairement l'homme du match, c'était un João Félix, comme d'habitude, très volontaire, prend la balle, toujours au-dessus du lot techniquement, mais je le trouve un peu seul, parce que Ferran Torres, en numéro 9 comme ça, je pense pas que ce soit le poste qui lui correspond le plus. Je pense qu'un Ferran, c'est plus dans une sorte de... Aller peut-être dans un double pivot avec un Lewandowski, c'est une bonne animation autour, ou dans un poste de super sub pour les 20 dernières minutes, ou 25 dernières minutes, parce qu'il est assez dynamique, il a un gros cardio, il est assez vertical dans sa façon de jouer. Voilà. Mais sinon voilà. Donc à part ça, j'ai trouvé une défense qui n'a pas trop été inquiétée, à part sur l'action du but du Shakhtar où tu t'es fait un petit peu ouvrir et que le joueur ukrainien qui finit bien. Bon, sinon tu te fais sauver un petit peu par Ter Stegen. Un milieu de terrain, c'est pas la folie créative, mais on a vu, voilà, on a compris que c'était pas vraiment incroyable d'un point de vue du match, mais j'aimerais m'arrêter sur Fermin Lopez que je trouvais très intéressant. Parce que ce joueur, depuis qu'on l'a vu dans la préparation face au Real Madrid avec le banger qu'il met, je me suis dit, lui, ça peut être vraiment l'avenir du milieu de terrain. Parce que déjà, il est costaud techniquement. Et c'est un milieu box-to-box très intéressant. Techniquement, c'est fort. Physiquement, c'est costaud. Et il fait de très bons appels en vertical. Et tu le vois tout le match. Comme t'as pas
de numéro 9, vraiment à proprement dit, qui est fixé dans la surface ou qui pourrait faire les appels, avec un Ferran Torres qui savait pas vraiment trop quoi faire, entre faire des appels dans la profondeur ou essayer de venir construire avec un Félix qui était seul. En plus, t'avais pas un Baldé pour déborder sur le côté, du coup tu étais encore un peu plus seul offensivement. Et Lamine Yamal qui peut faire ce qu'il peut apporter, hein, parce que je pense qu'il a beaucoup de qualité, mais il est un petit peu seul aussi. Donc c'est vrai que c'est une équipe, tu as l'impression qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de jouer ensemble, qui s'étaient perdus. Voir un Fermin Lopez faire autant d'appels dans l'espace, ça m'a rappelé un petit peu les appels que pouvait faire un Sergio Roberto, ou les appels que pouvait faire un Rafinha l'année dernière, ou ce qu'on pouvait demander à un Gavi, ce genre d'appels dans l'espace en rupture, qui sont très intéressants, sauf que lui, pour le coup, il est très bon à ça. Il est très bon à ça, il a fait pas mal d'appels. Et le but, entre guillemets, de Ferran Torres, le premier but sur la passe de Gundogan, il vient de là. Très très bel appel dans l'espace, il résiste à la charge, il fait la frappe, bon, poteau, il n'y a pas hors-jeu, Ferran Torres qui finit. Rapidement, on prend le 2-0 avec un but sublime où il contrôle la balle, il décale, il met une frappe. Elle a été, je crois, que 230 km/h, c'est absolument n'importe quoi. Ce joueur-là, il a du feu dans les jambes. Il aurait pu même mettre un doublé. Après, je pense qu'il met une frappe, ça finit sur le poteau. Au début aussi, il a une action assez dangereuse. Donc, à part ces actions-là, je pense que le Barça a su gérer. Ils se font peur, comme je t'ai dit, avec le but du Shakhtar. Mais vraiment, ce qu'il y a à retenir, c'est le fait qu'ils gagnent le match. Qui est en Ligue des Champions maintenant, ils savent gagner sale, tu vois, t'es pas obligé toujours de gagner avec l'art et la manière, t'es obligé de temps en temps d'aller un petit peu le couteau entre les dents avec l'équipe B et avoir cette mentalité de victoire. Bon, on va en faire tout un plat parce que c'est le Shakhtar, mais bon, c'est une victoire qui fait plaisir. On attend de voir comment ils vont réagir maintenant face au Real Madrid et surtout le match retour en espérant les retours d'un Frenkie de Jong, d'un Pedri, d'un Rafinha ou même d'un Lewandowski. Je pense que ça fera déjà tout de suite beaucoup plus de bien à l'animation offensive de cette équipe. On a fini avec le Barça, maintenant on va faire un petit mot pour le match entre le Paris Saint-Germain et le Milan AC, la poule de la mort. Franchement, c'est des matchs très intéressants parce que moi je suis aussi le Paris Saint-Germain. Forcément, quand tu es à fond sur RMC, tout ça, tu es obligé de tenir informé. Et je voulais voir un peu comment cette équipe peut évoluer. Et c'est un groupe vraiment que je trouve intéressant à regarder parce que tu as des équipes un petit peu homogènes. Le Paris Saint-Germain fait office naturellement de tête de liste, hein, avec son statut où ils ont plus de références en Ligue des Champions, surtout sur ces dernières années. Sur ces dernières années, oui, le Milan, cette Ligue des Champions. Oui, Dortmund qui est Ligue des Champions. Ok, c'est bon. Ça. Mais avec des équipes comme Newcastle qui a relancé sur un bon projet, un Borussia Dortmund qui reste quand même une équipe avec des références en Europe, le Milan AC qui reviennent sur la scène européenne avec une belle demi-finale la saison dernière, donc, et un Paris Saint-Germain qui est en pleine reconstruction avec un nouveau projet, un nouveau coach. Donc je trouve que c'est un groupe qu'il faudrait garder un œil là-dessus. Et hier, en regardant le match, en fait, j'ai eu quelques certitudes parce qu'en tant que suiveur de la Ligue 1, ça m'a apporté pas mal de réflexions et d'informations sur ce que peut faire le Paris Saint-Germain, son évolution, comment ça évolue, surtout parce que moi je l'ai suivi aussi les années précédentes. J'étais un petit peu déçu du Milan AC parce que, tu sais, on reste sur l'image d'un Milan qui a passé quand même pas mal d'années en galère, problèmes financiers, il n'y a pas un gros effectif. Ils reviennent avec un titre, ils gagnent un titre en 2021. L'année dernière, ils font demi-finale, 2021-2022, pardon. L'année dernière, ils font 2021, pardon. Après, ils vont en finale demi-finale de Ligue des Champions. Ils réussissent à accrocher de plus en plus. Donc, sauf que c'est le dernier temps. Moi, quand tu suis les suiveurs du Milan AC qui disent sur les gros matchs, on n'est pas ouf. En Ligue des Champions, on va voir ce que ça peut donner. Et là, là, ça n'a pas manqué. Clairement, là, ça n'a pas manqué en affrontant le Paris Saint-Germain. On les a vus qu'ils ont fait beaucoup de pression, je pense, sur les 15-20 premières minutes où le PSG a eu du mal à relancer. C'est important de parler de relance quand tu connais le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, qui est adepte de ça, de la relance, etc. On les a vus qu'ils ont fait un gros pressing, mais sommairement, j'ai pas trouvé les joueurs du Milan vraiment à fond, contrairement aux joueurs du Paris Saint-Germain qui, à part les premières minutes où ils ont été bousculés, ils ont su se remobiliser avec un très bon milieu de terrain où pas beaucoup de gens avaient mis un petit copec sur eux. Hein, quand tu parles d'un milieu de terrain, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Ugarte. Voilà, c'est vrai que c'est pas très grand en taille, c'est vrai que c'est jeune, mais c'est très volontaire, c'est assez propre techniquement, c'est volontaire, ça se bat, ça se projette bien. Et on les a vus, hein, on les a vus. Une défense, on va rester rapidement sur le milieu de terrain, mais un Warren Zaïre-Emery, patron, le mec il a 17 ans, il est né en 2006. Comme dirait l'autre, demain il a anglais, tu vois. Il doit passer le bac blanc ou les épreuves anticipées à la fin de l'année, et ce mec-là il te gère des darons en Ligue des Champions. Moi j'ai adoré, on lui a fait confiance. On lui a dit que si tu peux jouer, tu peux y aller. On s'attendait à comme dirait l'autre, tu me parles pas d'âge, on s'attendait à un Luis Enrique, avec ce qu'il a pu faire avec Gavi, faire quelque chose de similaire avec Warren Zaïre-Emery, et qui lui rend bien. Très volontaire, il est auteur de 2 passes décisives, il était présent partout, et il finit homme du match. Voilà, un Ugarte toujours dans le combat, toujours aussi solide comme on l'attendait, un Vitinha très bon en projection, qui pouvait aller suppléer sur les côtés les attaquants. Donc ça j'ai bien aimé.
Défense du Paris Saint-Germain qui, à part sur les premières relances, n'ont pas été très inquiétés, comme je t'ai dit, par le Milan AC, mais qui ont fini par assumer le rôle et sur les quelques incursions qu'il pouvait avoir d'un Raphaël Leao qui, malgré toutes les critiques qu'on peut lui trouver, qui ne step up pas par rapport au statut qu'il a demandé, par rapport à la qualité du joueur, par rapport à la hype du joueur, il a réussi quand même à faire quelques petites différences. On l'a quand même pas mal contenu. Un Giroud qui a été pas mal contenu aussi dans l'espace. Un Théo Hernandez qui n'était pas présent. Ça aussi, c'est peut-être aussi dû au fait que, selon les critiques de beaucoup de supporters du Milan, le coach Pioli n'apporte pas beaucoup de certitude sur les gros matchs. Mais on peut aussi dire que c'est peut-être pas qu'à cause du mauvais niveau du Milan, mais que le Paris Saint-Germain aussi a su apporter des réponses à ce que pouvait proposer une équipe comme le Milan AC, qui certes a l'absence de Benacer, etc. Mais le Paris Saint-Germain, force est de constater, a été performant. Et moi, la grosse chose que j'aimerais parler sur le Paris Saint-Germain, c'est que l'adaptabilité de cette équipe. Tu t'attends à ce que ce soit une équipe qui va faire voilà, les 1000 passes, etc., le tiki-taka, etc. Sauf que tu te rends compte que tu n'as pas spécialement les joueurs pour ça, surtout quand tu regardes le profil. Le milieu de terrain, ok, ils ont de la technique, mais c'est plus un milieu de terrain qui va être box-to-box, d'abattage, aller au combat et prendre les espaces. Un peu comme un Warren Zaïre-Emery ou un Vitinha, c'est plus des joueurs d'espace, même s'ils ont une technique. Et on ne va même pas parler du trio d'attaque avec un Mbappé qui est le bouffeur d'espace par excellence, un Ousmane Dembélé qui est un ailier colle la ligne qui prend les espaces, et un Randal Kolo Muani qui est peut-être pas un avant-centre, mais qui est un attaquant aussi, qui va prendre les espaces également. Avec son succès, il est connu surtout pour un gros succès en Bundesliga. Donc à ce moment-là, une équipe du Paris Saint-Germain qui s'est dit, ok, sans spécialement se dénaturer, il faut savoir s'adapter, et ils ont énormément joué en transition, et ils ont été très performants. Et le premier but du Paris Saint-Germain, la spéciale Mbappé, bon là, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Le mec est trop fort, il a beau t'énerver, il a beau avoir la même coupe de cheveux que moi, ce mec-là est trop fort. Tout simplement, contrôle de balle, il va te foudroyer le défenseur sur un petit crochet court et il va aller frapper au premier poteau, frappe limpide, super puissant, toute proportion gardée, mais moi ça me rappelle les finitions à la CR7, vraiment des finitions tueurs, j'ai beaucoup aimé. Dembélé qui pense avoir inscrit, Dembélé en retour à la mi-temps qui pense avoir inscrit son premier but sur le couleur du PSG, il se fait refuser sur la faute un peu plus haut, Randal Kolo Muani qui juste après profite d'une belle action. Voilà, donc, et tu vas finir sur un très très beau but de Kangin Lee. Donc avec l'entrée des remplaçants, donc tu vois que cette équipe du Paris Saint-Germain commence à se trouver, commence à accepter peut-être même une nouvelle identité de jeu. Et c'est intéressant pour le projet et voir qu'est-ce qu'ils vont donner par la suite, parce que on pensait vraiment qu'avec l'arrivée d'un Luis Enrique, ce que pouvaient donner les premiers matchs, que ça allait être systématiquement que sur de la possession et un petit peu jouer un petit peu dos au but. Mais là tu peux voir que les joueurs que tu as, c'est peut-être pas ce qu'ils savent faire le mieux. Tu as un Dembélé, un Randal Kolo Muani qui ont été vraiment pas très très bons. La première mi-temps, elle a été exécrable, même s'ils réussissent à être impliqués sur les buts vers la fin. C'est peut-être pas ce que tu t'attendais comme performance de leur part. Mais là où tu peux en tirer le mieux, ça reste quand même dans les espaces. Je vois pas un Kolo Muani être très très bon dos au but. Je vois pas nécessairement un Ousmane Dembélé pouvoir jouer face à un bloc bas. Donc là, ça va être le grand dilemme. Est-ce qu'un Luis Enrique qui est réputé être très fier, assez buté, est-ce qu'il va accepter justement de jouer sur les qualités de son équipe qui peut être une équipe de transition? Et c'est pas la honte de jouer en transition, c'est pas parce que t'es moche en jouant en transition, c'est pas tout le monde qui a les qualités de jouer face à un bloc bas comme un City, comme toute proportion gardée un Arsenal ou le Grand Barça de l'époque, mais si tu veux gagner, ton objectif c'est de gagner, faut accepter la nature de tes joueurs, faut accepter que tes joueurs sont meilleurs sur telle configuration là, et qu'il faut y aller comme ça. Et quand tu as un Mbappé qui est brillant, quand tu as un Dembélé qui peut prendre dans l'espace, quand tu as un milieu de terrain qui est assez travailleur, quand tu as un Hakimi qui est très bon dans les contres, et que tu peux potentiellement, si tout se passe bien, le retour d'un Mendes qui peut aussi bouffer l'espace lui également, il n'y a absolument pas de raison pour ne pas se diriger vers là. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui est assez bien parti, même après sa défaite face à Newcastle, qui est bien parti maintenant pour aller chercher sa qualification, parce que tu vas affronter le Milan là-bas. Là, ça va être un gros test, mais tu sais comment déjà les prendre. Le Milan, ça ne sera pas une équipe complètement changée, à moins vraiment qu'ils se transcendent et qu'ils soient plus efficaces chez eux. Mais je pense que le Paris Saint-Germain a toutes les clés pour sortir de ce groupe. Ça commence à se dessiner, en tout cas pour le Paris Saint-Germain, un peu moins, parce que de l'autre côté, tu as Dortmund qui va faire une victoire surprise à Newcastle. Donc là, maintenant, ça fait 2 équipes à 4 points. Non, ouais, ça te fait 2 équipes à 4 points. Le PSG à 6 points et tu as le Milan à 2 points. Ça va être compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que ce groupe, il promet d'être intéressant jusqu'à la fin. Bref. Ça, c'était la fin de la vidéo, retour sur la journée d'hier. J'espère que vous avez apprécié. On se voit très 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 bientôt sur la chaîne. À bientôt.